Alors d'abord, peut-être qu'il faut dire en amont que la fusion Agirc-Arrco, elle a été décidée par les partenaires sociaux métropolitains, c'est eux qui gèrent le régime. L'intérêt de ce régime de retraite complémentaire, c'est qu'il n'est pas déficitaire. C'est-à-dire qu'on ne va jamais faire appel à l'argent public pour financer les retraites. Quand je dis l'argent public, c'est les impôts des Français en général. Donc en fait, c'est tellement piloté par les partenaires sociaux que à chaque fois, on ajuste les différents paramètres de façon à avoir toujours une pérennité de versement des pensions, par rapport aux cotisations encaissées et par rapport à l'évolution démographique et économique de la population qui cotise à l'Agirc-Arrco. C'est nous, les partenaires sociaux, qui avons demandé à l'Agirc-Arrco, qui ont bien voulu, effectivement, tenir compte de nos spécificités. Au titre desquels, comme tu le sais, c'est d'abord la conservation de l'alignement sur notre régime de base. Donc ça reste en vigueur et c'est fondamental pour nos salariés et les futurs retraités. Mais c'est aussi par rapport à l'augmentation des cotisations qui ne véhiculent pas, qui ne sont pas porteurs de droits, c'est-à-dire l'augmentation du taux d'appel, la mise en place des coefficients techniques d'équilibre. Ça, on nous les a enlevé. C'est la première d'entre elles, c'est quoi? C'est l'alignement sur notre régime de base. Ouais. Je te signale qu'en France, on part à 67 ans la retraite. Ici, en Calédonie, on part à 60. Sans affectation, sans coefficient de réduction des droits. Que ce soit chez Humanis ou ailleurs, ne sont pas forcément en Calédonie aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit qu'il y a 8 milliards de prestations qui sont servies. C'est le chiffre qu'on a en tête, grosso modo. Mais en réalité, ces 8 milliards, c'est juste parce qu'on a su flécher les virements qui arrivent en Calédonie. Tous les autres virements, c'est-à-dire toutes les autres pensions des autres retraités qui ont cotisé à un moment ou à un autre chez Humanis ou ailleurs d'ailleurs, ou les deux ensemble, eh bien ils sont peut-être en Afrique, ils sont peut-être en France, ils sont peut-être en Australie, ils sont peut-être partout dans le monde. Ensuite, dans les cotisations qui sont versées, tu as des cotisants qui sont cotisants à plusieurs titres, à plusieurs boulots. Donc, là aussi, les chiffres de 20 milliards et de 8 milliards ne sont pas tout à fait précis. Aujourd'hui, on a un régime jeune. Il existe depuis 1995. On est en 2020, ça veut dire depuis 25 ans. C'est donc un régime jeune où il y a peu de retraités et beaucoup d'actifs, par définition. C'est ça, un régime jeune. Ce régime, lui, il va aller en s'équilibrant. Il y a déjà eu quand même un geste très important au départ à la généralisation en 1995, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle la validation gratuite des services passés. Oui. C'est-à-dire qu'en réalité, tous ceux qui avaient travaillé avant 1995 se sont retrouvés valider leurs années de travail comme s'ils avaient cotisé. Oui. Sur des bases plus faibles que les taux actuels, certes, mais ont été validés. D'accord. Bon. Ça, c'est déjà un premier point. C'est déjà un avantage important parce que quand tu as un nouveau groupe qui rentre dans un régime de retraite, comment tu fais tout de suite, sans avoir eu de rentrée, pour payer? Comment tu fais pour payer tout de suite les prestations? À l'époque, on n'avait pas 20 milliards de cotisations. Au début, c'était 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, c'était très crescendo. Sauf qu'il fallait tout de suite sortir 2 ou 3 milliards de prestations. Et ça, c'est qui l'a fait? C'est la solidarité nationale. C'est-à-dire la solidarité s'ajoute dans un sens, pas dans l'autre. Non. Puisque l'intérêt justement de la généralisation de l'Agirc-Arrco en Nouvelle-Calédonie, c'est de pouvoir avoir une mutualisation des risques. C'est-à-dire que nous, on n'est pas en risque sur notre petite population de 90 000 salariés, si je compte les contractuels, tu vois, ou les fonctionnaires. On n'est pas sur cette population-là, on est sur la population, sur la masse de population cotisante et retraitée française. Donc de 35 millions de cotisants. Il a fait faire des études quand même. Sauf que ces études, il faut suivre les conclusions. Qu'est-ce qu'elles disent les études? Qu'est-ce qu'elles disent les études? Il y en a deux. Des travaux d'analyse importants sur la faisabilité devraient être engagés préalablement à toute décision, avec au niveau technique les points suivants: population et entreprises visées, coût et financement de la sortie, capacité à gérer le nouveau régime, coût récurrent du futur régime, impact sur les droits des participants, l'action sociale des services proposés, des réflexions sur les modalités de gouvernance du futur régime. Dans le cas de la reprise par la CAFAT, des investissements significatifs seraient nécessaires. Dans le cas de la reprise par la CAFAT, des investissements significatifs seraient nécessaires, notamment au niveau des systèmes d'information pour adapter les solutions existantes aux exigences d'un régime complémentaire. Il dit que négociation dans le cadre du maintien des accords de généralisation, on peut douter
qu'on puisse négocier des conditions plus favorables. Il dit clairement qu'en fait, dans la mesure où c'est un accord de généralisation, il faudra bien trouver le moyen de payer une soulte si on veut le maintien des droits. Parce que c'est quoi ces 20 milliards? C'est ça que je voulais dire. Ces 20 milliards de cotisations, ou ce delta, il n'est pas perdu. Chaque franc qui est sorti va s'inscrire sur un compte de points de retraite du futur retraité. C'est-à-dire que ces 20 milliards correspondent à des droits futurs acquis qui seront versés à nos retraités. Donc pour le maintien de ces droits, il y a deux options. Pour le maintien de ces droits, qu'est-ce qu'on fait? Il faut payer une soulte si on veut que l'Agirc Arrco maintienne ses droits. Si effectivement on dit non, mais ne vous inquiétez pas les gars, on annule les droits. On annule vos droits, les petits retraités, là, ceux qui sont en cours et ceux qui sont futurs. On annule vos droits, là, vous n'aurez plus rien. Donc, si on est champion du monde en Calédonie pour faire une caisse locale, juste faisons un petit focus sur la CLR, là. 15 000 contractuels, enfin 15 000 fonctionnaires territoriaux, pardon. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit cette caisse? Elle dit qu'il y a une cotisation moyenne de 137 000 francs par mois. C'est pas compliqué parce que les 137 000 francs par mois, c'est nos impôts qui les payons. Puisque c'est le gouvernement qui a une énorme part patronale, la Calédonie, c'est nous. C'est-à-dire, ce sont nos impôts, c'est les finances publiques. C'est nous qui payons la CLR. Ils ont géré ça. Et aujourd'hui, si je faisais un petit parallèle entre ce qu'on cotise pour un cotisant à la CLR, que je multipliais par le nombre de cotisants que nous avons dans le secteur privé, j'obtiendrai par an 124 milliards de cotisations. Si aujourd'hui je prends la cotisation qu'on est obligé de verser à la CLR, nous les champions du monde de la caisse locale, hein, si on prend ça multiplié par le nombre d'actifs du secteur privé, ça ferait 124 milliards de cotisations par an. Et alors maintenant je vais donner le montant de ce qu'on cotise aujourd'hui. Si je rajoute la cotisation CAFAT et la cotisation Humanis, Agirc Arrco pour faire simple, et ben c'est quoi? C'est 32 milliards à la CAFAT et 28 milliards chez Humanis. Ça fait quoi? Ça fait 60 milliards. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait la moitié. Tu vois la gabegie là? Tu vois le delta? Et on veut être les chantres d'une caisse locale. C'est pas simple, je veux dire, de gérer un régime de retraite. Ça se fait pas comme ça. Il faut pas croire. Un assureur, un actuaire, il sait gérer un régime de retraite par capitalisation, c'est une chose. Mais la gestion par répartition, ce sont des mécanismes qui sont bien plus complexes et qui sont plus larges, surtout, qui sont assis sur des larges bases de cotisants. Alors, après, la question qui se poserait légitimement, c'est de dire, ok, imaginons qu'on prenne cette manne et qu'on la mette chez nous. Là, on va, dans notre petit territoire, replier sur nous-mêmes. Allons-y, voyons ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on ferait? La répartition ou de la capitalisation? Si on fait de la répartition, danger. Danger pourquoi? Parce que petite base de cotisants, très sensible aux variations économiques et aux variations démographiques. On sait qu'on a une démographie de jeunes, mais qui est en train évidemment de s'inverser, comme ça s'est fait en France les dernières années. Donc on est dans le même schéma à ce niveau-là. Donc on sera forcément affecté à la fois sur le problème économique que l'on connaît et sur l'évolution démographique. Donc ça, c'est pour la répartition. La CAPI, la CAPI, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu vas avoir tout de suite X cotisations qui vont rentrer que tu vas pouvoir faire valoriser ton argent, parce que les taux d'intérêt aujourd'hui, notamment les taux d'intérêt sans risque, sont à zéro, donc c'est très difficile de trouver des sources d'investissement qui sont profitables, très difficile. Eh bien, il est quasi impossible de dire je verse tout de suite des pensions à tous ceux qui étaient pensionnés. Ça me paraît complètement fou. C'est-à-dire que tu te coupes de la moitié de ce que tu vas toucher et l'autre moitié, en année 2, tu n'as plus rien. Et c'est extrêmement compliqué de gérer un régime de CAPI en donnant tout de suite la même rente que ce que les gens touchaient jusqu'à présent. Moi, personnellement, je ne confierais pas au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui serait juge et partie, je ne confierais pas l'argent des retraités et des futurs retraités. Ça serait quand même un conflit d'intérêts, un mélange des genres qui serait extrêmement préjudiciable
pour tout le monde.